Bienvenue sur le nouvel épisode de School Days, un format proposé par J'ai un pote dans la com, en live et en direct sur Facebook. Aujourd'hui, nous recevons Ridwan Abagri, qui est directeur de Digital College, qui est une école de numérique dédiée au métier du digital. On va le laisser présenter tout ça rapidement dans un premier temps et en tout cas avec plus de détails dans les autres parties. On s'est mis d'accord pour 1 heure de live avec vous. L'occasion de poser vos questions, d'y répondre. Ridwan, merci à toi d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Valentin. Ça va être l'occasion un petit peu de présenter le Digital College, ce qu'on y fait, quel type de cours les étudiants peuvent retrouver là-bas et surtout, qu'est-ce qu'on fait après être passé chez vous en termes de métier et comment ça évolue. Donc, on commence avec la première partie qui est la partie pitch. Je vais te demander de te prêter à l'exercice de la minute promo. D'accord, ok. Concrètement, tu as 1 minute pour nous pitcher le Digital College. C'est quand tu veux. Ça sera bien alors. Alors, Digital College, c'est une école du numérique. Donc, comme tu l'as dit, on forme au métier du digital. Donc, on est une école du post-bac au bac+6. Donc, on forme les étudiants en formation initiale et en alternance. Et du coup, la spécificité de notre école, c'est de former avec des professionnels plutôt qu'avec des professeurs traditionnels. Donc, ça veut dire que les personnes qui vont accompagner nos étudiants sont des personnes, on va dire, qui vont enseigner des cours de la profession qu'ils exercent tous les jours. Donc, ça veut dire qu'ils seront au plus près de l'entreprise, au plus près de l'actualité et surtout au plus près des compétences professionnelles qui sont attendues sur le marché. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on forme au métier de demain, c'est un peu notre baseline, learn the future. Et c'est vrai que le mieux dans les métiers comme ça qui évoluent très vite, c'est d'avoir des professeurs qui sont encore, on va dire, en activité parce que sinon, c'est un peu compliqué de les accompagner. Ok, très clair, merci pour cette intro. Est-ce que tu as fait le tour, ça y est? Non, mais je t'en laisse un peu pour après, parce que vu que ça va durer 1 heure, on va dire beaucoup de choses, je préfère... Ok, carrément. Écoute, merci pour cette minute qui a été très bien respectée. Donc, on commence avec la première partie qui est la partie pitch. Ma première question, elle va être sur les spécificités de l'école. Comment elle va se démarquer de ses concurrentes, notamment sur la partie vraiment digitale. Qu'est-ce qui va faire la spécificité du Digital College? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est le contenu de la formation. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de former aux métiers qui sont recherchés, qui vont être recherchés dans le futur. Après, c'est vrai que même s'il ne faut pas confondre digital et informatique, on Bien forme sûr. vraiment sur ces 2 socles-là. Donc, on forme sur tout ce qui est online, donc tout ce qui est métier de promotion. Donc, les métiers comme l'acquisition, les métiers comme le web marketing, le marketing digital, l'UX. Donc, on va balayer vraiment beaucoup de métiers. La spécificité de notre école, c'est vraiment de remettre à jour nos programmes tout le temps, chaque année. Et même en cours d'année, parfois, ça nous permet aussi d'avoir des modifications parce qu'on veut vraiment être une école agile et flexible. Ça, c'est vraiment un argument important. Couplé avec une deuxième chose qui est encore plus importante, c'est d'avoir une polyvalence sur l'enseignement. C'est-à-dire, on a une pédagogie à plusieurs vitesses. Donc, c'est vrai qu'au-delà d'avoir des cours traditionnels, ce que les étudiants suivent un peu dans chaque école, on a donné une expérience différente. Et cette expérience différente, elle va se concrétiser, se schématiser de plusieurs manières. Donc, ils ont premièrement les cours traditionnels, où ils suivent un cours avec un prof. Ils ont les workshops, où ils vont avoir des spécialistes sur un domaine ou sur l'acquisition d'une compétence ou d'un savoir. Ils vont avoir les masterclass, qui vont faire venir, voilà, on va dire un peu un VIP, une guest star. On va avoir un type de chez Facebook. On a eu le fondateur de Fit cette année. On va avoir des journalistes d'un magazine pour déjà qu'ils puissent, on va dire, voir des influenceurs du domaine. Donc, c'est des gens qui n'ont pas le temps de donner cours parce qu'ils ont ils ont un agenda très chargé et qui libèrent une petite heure et demie, 2 heures pour vraiment une vision très courte du métier ou de la profession. On va avoir les masterclass expéditions. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir des cours en stream avec des professeurs qui sont à l'étranger. D'accord. Ils peuvent avoir un cours en direct de Tokyo, en direct de la Silicon Valley. Excuse-moi, je te coupe, c'est des Français qui sont à l'étranger ou c'est des gens, des étrangers qui parlent anglais qui donnent des cours? Les deux. Et en général, c'est en anglais les conférences, bien sûr. Ok, Les super. masterclass expéditions, c'est 90% des conférences expéditions, des masterclass expéditions sont en anglais. Donc, ça permet, on va dire, de donner à nos étudiants une culture plus large, en tout cas sur le digital. Parce que le digital pratiqué à Paris, pratiqué aux États-Unis, pratiqué au Japon, en Australie, il y a toujours des déclinaisons qui sont importantes de donner à nos étudiants, surtout pour ceux qui ont l'ambition d'aller travailler à l'étranger après. Après les masterclass expéditions, on propose des learning expéditions. Donc, c'est vraiment l'expérience qui permet une immersion totale. Donc, on part 1 semaine dans un pays, dans une capitale souvent. Donc, notre voyage, on va dire, notre voyage bébé, c'est San Francisco. Silicon Valley, c'est le premier voyage qu'on a fait. Après, on a rajouté dans le même secteur Miami, New York. Maintenant, on est parti après un peu en Asie avec l'Inde, le Japon. On a failli faire la Chine, mais bon, ça a été un peu compliqué cette année. Un peu compliqué, oui, on peut le comprendre. Juste au bon moment, ouais. Normalement, on devrait y être la semaine prochaine, mais du coup, ça a été annulé.
Donc, ça peut être évité. ouais, je pense qu'on va reporter ça peut-être C'est aussi bien. Ouais. c'est pas pour tout de suite, là, c'est sûr. Donc là, Ok. on a fait l'Amérique latine avec le Brésil, le Mexique, l'Afrique avec le Kenya, avec le Cameroun, etc. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment donner l'opportunité aux étudiants déjà, premièrement, d'avoir un voyage d'inspiration, qu'ils puissent rencontrer des gens locaux qui font le même métier qu'eux, mais à l'étranger, avoir un réseau dans le monde entier, parce que c'est vrai que le plus dur pour les étudiants, c'est de bâtir un networking suffisamment fort pour derrière avoir des relations un peu partout. Et nous, on leur donne cette opportunité-là. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est appréciée par nos étudiants. Et pour moi, c'est une partie aussi qui est inspirante et qui permet aussi de voir les choses différemment et de s'ouvrir et savoir est-ce que ma carrière, je veux rester en France, est-ce que je vais à l'étranger, est-ce qu'il y a un coup de cœur. Et c'est vrai que ça a permis à beaucoup de gens de trouver une vocation différente après ces voyages. Et après, quand je parle aussi d'expérience à plusieurs vitesses, de pédagogie à plusieurs vitesses, il y a toute la partie événementielle, c'est-à-dire qu'il démarre l'année avec un kick-off qui remplace la rentrée des classes, où c'est un événement, voilà, où on fait venir des speakers inspirants dans leur domaine, où voilà, bon, y a un choix un peu à l'américaine pour pas trop spoiler. Voilà, il y a des danseurs, il y a toujours des animations un peu qu'on peut voir sur notre chaîne YouTube, où on voit un peu toutes les vidéos de nos kick-off. On a déjà fait un Microsoft Station F, donc c'est toujours un lieu qui est un peu mythique et qui Bien sûr. Ouais. au digital. On fait notre gala à la fin d'année pour la remise des diplômes. Bon, on fait un peu comme toutes les écoles, on n'a pas trop innové dessus. On fait une mi-temps pour la remise des diplômes bachelor, où là on fait un showcase avec une star en général de rap. Cette année on a fait venir Hamza. L'année prochaine on fera peut-être venir Nicki Minaj. Donc on fera selon le selon le budget. Ouais, selon le budget, ouais, je pense. Selon le budget. Et voir si elle veut venir nous voir, bien sûr aussi. Non, mais c'est top. Ouais, on fait des Olympiades, donc Olympiade et Olympiade digitale. Donc, ce qui permet voilà, aux étudiants de se retrouver dans des situations un peu différentes et des moments plus conviviaux. On fait un closing à la fin de l'année après les examens, qui a dû être annulé cette année à cause du Covid-19. Ouais. Où là, parce que c'est vrai qu'on trouvait dommage que dans l'expérience d'un étudiant, qu'après les examens de fin d'année, il n'y ait plus rien. Du coup, là, il y a une soirée un peu de fin. Et après, sans compter aussi l'expérience B2, qu'on parlera plus tard si on développe après, et toutes les learning expéditions, en sachant que pour les filières master, ils peuvent faire entre 5 et 6 voyages par an. Donc voilà, pédagogie très complète, très inspirante, très transversale, très polyvalente, très diversifiée et très agile surtout, et très complète. Ok, bah merci. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments liés à l'international et c'est assez rare pour une école de digital qui centre beaucoup, des fois, ses formations sur les compétences métiers. Et je trouve qu'il y a une vraie approche internationale, ou en tout cas ouverture avec les autres, avec le réseau et cette notion de réseau. Je trouve c'est intéressant de le noter, de le préciser tout de suite. Merci pour ces précisions. Je continue avec ma prochaine question qui est celle des valeurs. Est-ce que tu peux me parler des valeurs inhérentes à Digital College? Qu'est-ce que vous prenez comme état d'esprit chez vous? Tu as déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce que tu peux rajouter en termes peut-être 3 grandes valeurs de l'école? Alors, les 3 grandes valeurs que je dirais, la première, c'est l'ambition. C'est dire à l'étudiant de porter sa carrière, de porter son chemin, de porter son flambeau, de porter son drapeau et de faire en sorte de faire des choix qui vont l'amener à sa carrière professionnelle ou à son expérience entrepreneuriale. C'est vrai qu'avoir une ambition, ça veut pas dire avoir non plus une ambition irréaliste ou d'avoir un rêve. Une ambition, c'est avoir des objectifs, d'avoir un but. Et un étudiant qui se fixe, dès qu'il rentre dans une école, un but, un objectif, ça va lui permettre déjà d'avoir plus de visibilité sur son chemin et de se rapprocher, on va dire, de ses succès. Parce que c'est vrai que nous, on n'est qu'un vecteur au succès pour les étudiants. On est là pour leur donner un support, pour donner un enseignement, pour leur donner des tips, pour leur donner aussi de la confiance, que c'est très important. Mais l'ambition, elle peut venir que d'eux. Nous, on peut que la nourrir, cette ambition-là. Donc ça, c'est vraiment la première valeur, c'est l'ambition de dire que notre école va les porter pour aller pour réaliser leur objectif et que nous, on attend la même chose que ce que les étudiants attendent de nous, tout simplement. Donc il va y avoir une relation un peu mutuelle sur cette partie ambition. La deuxième valeur, je dirais, c'est la collaboration. Ça, c'est vraiment notre ADN. Parce que c'est vrai que le digital, ça vient un peu du monde agile. C'est un peu les entreprises en réseau. C'est des petites startups qui sont devenues des grands groupes. Qui sont devenues des grands groupes parce que ça a été la fusion de plusieurs entreprises. Donc, il y a une histoire quand même qui est autour de toute cette intelligence collective qui dit que les étudiants, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Parce que l'entreprise, la transversalité aujourd'hui avec le digital, elle est très présente. Donc, tout ce qui est gestion de projet, etc. Donc, c'est vrai que la collaboration, c'est vraiment une valeur qu'on veut donner parce que y a un proverbe qui disait seul j'avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. Et ça, c'est vraiment un proverbe que je garde dans le cœur parce que c'est vraiment la philosophie qu'on veut donner à nos étudiants. C'est qu'on commence souvent seul une carrière professionnelle, mais on se rend compte que si on évolue, c'est souvent grâce aux autres. Donc, la collaboration doit vraiment être présente. La troisième valeur chez nous, je dirais que c'est la bienveillance. Parce que c'est vrai qu'on a commencé en étant une petite école, on a grandi très vite.
Et c'est vrai que la bienveillance, on a commencé à toujours shooter nos étudiants, à les suivre, à les accompagner individuellement, à faire en sorte de les protéger, de leur montrer aussi que le marché du travail, c'est pas le monde des bisounours. Bien sûr. Le marché du digital, c'est un monde qui va très vite, il y a des choses qui évoluent, le monde évolue. Donc, cet aspect un peu protectionniste, pardon, pour nous, il est présent et il est important parce que c'est ce qui fait aussi qu'on va avoir notre style et qu'on va avoir un peu notre signature avec nos étudiants. Et c'est un peu clair. qu'on va partager avec eux. Pour nous, c'est important. Ok, très bien. Merci pour ces précisions et ces 3 grandes valeurs qui sont inhérentes à l'école. Je pense que c'est bien de les réaffirmer comme ça en début de prise de parole parce que ça nous donne un petit peu de quoi comprendre la suite, en tout cas ce que vous souhaitez faire passer comme message. Est-ce que maintenant tu peux me parler peut-être des chiffres clés de l'école, me citer le nombre de campus, me dire le nombre d'anciens ou d'étudiants en poste, des choses un petit peu chiffrées qu'on puisse prendre des notes pour ceux qui nous suivent. Alors, les chiffres qui sont intéressants pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'on a un réseau de 1000 étudiants sur la partie Digital College. On fait partie d'un réseau de plus de 5000 étudiants qui s'appelle le Collège de Paris aussi, qui a un chiffre clé assez important. On a 6 campus physiques, on a un campus numérique, donc une école 100% en ligne. On a plus de 7 spécialités. On a plus de 95% d'insertion professionnelle au bout de 6 mois. Donc, ça veut dire des gens qui trouvent facilement du travail. Le chiffre le plus important qu'on va retenir, c'est que nos étudiants gagnent en général plus de 35K sur les postes. On en reparlera après, mais sur Par an par an, oui, bien sûr. Par mois, ça fait beaucoup. Peut-être qu'il y en a par mois, hein. Peut-être qu'il y en a qui. Il y en a qui gagnent par mois, bien sûr. Possible. Il y en a plus qu'on pense qu'ils gagnent par mois, mais en tant que jeune diplômé, c'est ouais, ok. Pas que c'est impossible, ça reste du cadre de l'exception. Donc voilà un peu nos chiffres clés qui sont plutôt intéressants. Ok, bah écoute, merci pour ces éléments-là. Donc c'est bien pour ceux qui veulent un petit peu noter ou voir des choses un peu plus pragmatiques et standardisées, donc le nombre d'anciens, le nombre de diplômés, etc. Pour ma prochaine question, ça va être le type de... Tu m'as parlé des campus. En fait, j'allais te poser une question sur les campus. Tu m'as dit qu'il y avait une école 100% numérique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'elle est venue avant le Covid? Est-ce qu'elle était déjà bien en place avant? Est-ce qu'elle a été renforcée? Et comment elle fonctionne en fait? C'est quoi? C'est les mêmes profs? C'est des MOOC? Comment ça marche en fait? Alors, en fait, elle est arrivée avec le Covid. Ça veut dire que c'est un projet qu'on préparait depuis 1 an. Donc, on a monté une plateforme numérique. On a favorisé ce qu'on appelle le blended learning. Donc, il y a du contenu écrit, il y a de la vidéo, il y a de l'infographie, il y a des jeux interactifs, il y a du gaming. L'idée était là avant, du coup, était là 1 an avant. Était là avant et on travaille, parce que c'est vrai que faire un travail de qualité, sortir une école numérique en 1 mois, 2 mois, c'est impossible. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur le projet et ça fait la création de l'école qu'on projetait ce projet déjà. Et c'est vrai que avec le Covid qui est arrivé, on va dire c'est plus l'opportunité qui s'est présentée. On a lancé ce projet-là. Mais en tout cas, contrairement à un campus physique, c'est-à-dire vous préparez le même diplôme mais d'une façon totalement différente. C'est-à-dire qu'un étudiant, par exemple, qui n'est pas présent physiquement là où nos campus physiques sont, ils pourront suivre cette formation à distance et pouvoir passer leur bac plus 3, leur bac plus 4, leur bac plus 5, mais à distance, avec les mêmes spécialités qu'on a sur les sciences physiques, qui sont préparées par les mêmes profs qu'on a en cours, qui représentent aussi les mêmes conditions d'examen. C'est bien de préciser ça, du coup, c'est le même diplôme que en présentiel. La même formation, c'est le même contenu, sauf que par contre, la transmission de connaissances va être différente parce que le présentiel et le distanciel, c'est 2 sciences différentes. Et on a adapté cette science qu'on avait dans le présentiel, ce savoir-faire qu'on avait en tout cas avec nos formateurs. On a réussi à le digitaliser pour proposer une expérience qui va être différente, mais qui va avoir une finalité qui va être commune, tout simplement. Ok, très clair. Merci. Elle a lancé il y a 2 mois. Et du coup, j'allais te poser la question, ça fonctionne bien? Je pense que là, du coup, force est de constater que c'était nécessaire. Ça fonctionne plus qu'on le pense. On a beaucoup d'inscriptions, beaucoup de demandes, ça suscitait beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai que toutes les personnes qui voulaient faire le Digital College mais qui ne pouvaient pas venir à Paris ou qui étaient en poste professionnel parce que notre formation est assez réputée dans le milieu, du coup, ils ont trouvé cette alternative qu'on leur a proposée. Ils sont très heureux parce qu'ils pourront suivre notre formation. Et du coup, je dis pas que c'était une aubaine, mais en tout cas, vous aviez l'idée, ça a permis de la mettre un petit peu en application. Donc, vous étiez quand même plus ou moins préparé, donc ça vous renforce dans votre... Concrètement, on a fait ce qu'on apprend aux étudiants. Ça veut dire qu'on leur apprend que dans le digital, il faut aussi saisir des opportunités. Le Covid n'étant pas une opportunité, mais on l'a prise comme une opportunité parce qu'il faut aussi s'adapter à son marché. Et ça a ouvert des portes et on est juste rentré là où les portes se sont ouvertes.
Donc, c'est important pour nous aussi de lancer ça maintenant et de se dire, voilà, c'est un produit qui va correspondre à la demande actuelle et qui va rendre service à beaucoup de personnes. Faut plus Exactement, ouais, bien sûr. que nous, on préfère se concentrer sur l'utilité du produit que sur l'opportunité du produit. Non, c'est un bon message. Enfin, en tout cas, c'est malin. C'est-à-dire que, et c'est au service aussi. C'est pas uniquement on profite de ça, on lance le truc. C'est quelque chose qui a été pensé en amont et qui, au final, Bien sûr. comme tu l'as dit, hein, il y a une demande. Il faut que les gens continuent à se former. Là, c'est un vrai problème. Les jeunes qui sont au lycée, etc., ils peuvent plus. Il y en a qui peuvent retourner, d'autres qui peuvent pas. Il y en a qui veulent pas parce que les parents ne les laissent pas, etc. Il y a un vrai sujet. Bien sûr, surtout qu'on a fait en sorte que même juste avec un téléphone, on peut suivre sa formation. Donc c'est ça aussi la beauté du projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, c'est plus facile de s'équiper d'un smartphone que d'un ordinateur de bureau, que d'un ordinateur portable. Et du coup, ça rend service à beaucoup de personnes. Et même, on se rend pas compte aujourd'hui avec les chiffres du chômage, mais la crise économique qu'on va subir, elle va être très cataclysmique. Et je pense que ça va répondre à beaucoup de besoins de reconversion professionnelle. Parce que c'est vrai que on voit que les secteurs du digital sont beaucoup moins touchés que les secteurs tertiaires. Et ça montre que quand on parle de métiers de demain, une crise apporte le demain à aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, je pense, que les gens commencent à repenser leur carrière, à repenser leur réflexion. C'est un peu malheureux de dire ça, mais c'est assez bien tourné le fait que oui, une crise apporte le demain aujourd'hui. C'est vrai, notamment pour le télétravail. On a vu qu'on a fait un bond de 5 ans, je pense, humblement en avant sur les pratiques du télétravail et l'acceptation obligée, mais qui est devenue rentrer dans les pratiques. Donc voilà, votre idée. Nous, dans notre enseignement, on apprend ça. On apprend qu'au-delà du télétravail, on apprend à travailler à distance. Ça veut dire qu'on travaille souvent avec des pays étrangers, donc collaborer avec des développeurs qui vont être en Inde ou en Tunisie, travailler avec des chefs de projet qui vont être aux États-Unis ou en Afrique ou en Amérique latine. Enfin, combiner toutes ces choses-là, c'est aussi une forme de télétravail, parce que c'est travailler chez soi, mais dans son pays, avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on a fait un bond dans le temps, en tout cas, avec cette crise aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, nos étudiants étaient moins dépaysés parce qu'ils ont appris à travailler comme ça quand ils étaient en cours. Et sûr que nous, on a moins senti, en tout cas, enfin, même les étudiants ont moins senti cette transition parce qu'elles étaient inconsciemment déjà préparées. Et avec l'entreprise aussi, bien sûr. Okay. C'est un peu la beauté du digital. Merci pour ces précisions et je trouve qu'elles font sens aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit un petit peu. Ça m'amène sur notre deuxième partie, qui est la partie formation, où on va rentrer un peu plus précisément dans tes cursus et dans les cours que tu proposes concrètement, de manière tout à fait claire. Donc, deuxième partie formation. Première question, est-ce que vous recrutez en post-bac? C'est-à-dire, j'ai mon bac cette année, est-ce que je peux venir chez vous directement après? Est-ce que vous proposez des bachelors, BTS, je ne sais pas comment vous appelez vos formations. Qu'est-ce que vous avez en termes de formation après le bac? On peut rentrer après le bac, et je le recommande fortement. Parce que c'est vrai qu'après le bac, on a peur du digital parce que ça reste quelque chose de très, c'est pour les gens, c'est souvent de la science-fiction. Digital, c'est les réseaux sociaux, mais ils font pas encore le pas. Ils veulent souvent jouer à la sécurité, mais penser jouer à la sécurité aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est-à-dire faire une filière un peu traditionnelle, faire une faculté, faire un parcours plus tertiaire, plus commercial. Et c'est vrai que on se rend compte déjà aujourd'hui, premièrement, que c'est une grosse erreur de penser comme ça. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les métiers qui embauchent, les métiers où il y a une bonne insertion, c'est les métiers du digital. C'est vraiment une tendance lourde qui se confirme de plus en plus et qui va se confirmer avec les années à venir. Donc c'est vrai que plus tôt on commence, plus tôt on est technique, plus tôt on est fort, et vu qu'on est une école d'alternance, ça permet d'avoir une expertise professionnelle beaucoup plus rapide. Et plus vous avez d'expérience, plus vous avez un salaire élevé, une carrière qui se profile plutôt bien pour vous, pour avoir des postes à responsabilité ou des postes d'encadrement. Donc c'est pour ça que effectivement on propose une filière post-bac de bac plus 1, bac plus 3 par le biais d'un bachelor, marketing digital et social media. Donc, ça permet vraiment de donner sur 3 ans un gros socle, une grande intelligence digitale, donc avec un socle culturel très important. C'est-à-dire qu'en B1, B2, en première année, deuxième année du bachelor, on va être beaucoup sur une remise à niveau digital. Déjà, c'est quoi le digital, comment il a émergé, avoir toutes ces cultures autour de tout le vocabulaire, parce que c'est du vocabulaire avant la technique. Bien sûr, ça c'est très important, je pense. C'est bien de le rappeler. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, le digital, c'est pas juste Facebook, Instagram et Snapchat. Et c'est vrai que les étudiants, ils ont cette vision du digital. Donc nous, on leur apprend, d'abord d'un navigateur, d'un site web. De ce site web, il y a des levées promotionnelles, il y a des levées d'acquisition. Comment ils vont aborder chaque levée d'acquisition, chaque levée d'activation par différents biais. Donc on leur apprend toutes ces bases sous ce vernis-là. Après, sur le bac plus 3, ça va être beaucoup plus concret. C'est-à-dire que sur la troisième année, ils vont vraiment mener des micro-campagnes. Ils vont travailler aussi des spécialités. Est-ce qu'ils prennent une... C'était ma question. Est-ce qu'ils prennent une spécialisation en troisième année de bachelor? Alors, en fait, pas au début. Parce qu'en fait, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, il y a tellement de choses à voir dans le digital.
en fait, on préfère leur faire voir tout ce qui se passe dans le digital. Ok, ouais. Et après, ils vont approfondir en MS. Et c'est vraiment Ok. MS qu'on commence à choisir une spécialité pour approfondir ce qui leur a le plus attiré. Parce que c'est vrai que déjà, le temps qu'ils s'acculturent au digital, ça prend beaucoup de Bien temps. sûr. Ça prend plus Et de tu as temps. bien fait de mettre le point dessus, je trouve, hein, parce que notamment, il y a une vraie différence entre les croyances des jeunes sur les métiers du numérique et ce que c'est que le numérique, Bien sûr. et qui se disent, bah, je tweet, je suis sur Snap, etc. Ok, j'ai TikTok, On a je encore suis des un gens, expert. on a Et encore, la réalité, bien sûr, on a encore des gens qui pensent qu'on fait un site web en 2 jours, hein. C'est assez fou, mais on a justement pour les éduquer, pour les accompagner, pour leur donner confiance par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi une partie technique, il y a une partie développement web qu'on leur donne en bac+1, bac+2, il faut ok. apprendre les langages, il y a une partie graphique avec la PAO. Qu'on se rend compte, c'est une formation qui est très très riche. Et avant de se spécialiser, il faut déjà maîtriser beaucoup de choses. Et c'est vrai que les gens sont très pressés, ils sont dans une notion de snacking, ils veulent tout snacker, Absolument. tout voir, mais nous on approfondit, on est une école quand même spécialisée dans le digital, et notre responsabilité, c'est qu'il y a des gens qui sortent de chez nous maîtrisent son savoir-faire, Mhm. parce que derrière, c'est aussi indirectement la réputation de l'école, leur réputation personnelle, et tout ce co-branding qu'on va gérer avec les étudiants va être très important. Donc c'est pour ça que les 3 premières années, honnêtement, il y a tellement de choses à faire. Déjà, quand ils sortent à partir du bac+3, s'ils veulent s'insérer professionnellement, c'est largement possible. Ils Mhm. trouvent facilement du travail, ils sont chassés. Enfin, en tout cas, nous, on est en full emploi à partir du bac+3. D'accord, donc ce bac+3 là qui est en post-bac, il sert vraiment à poser des bases et à apprendre aux jeunes ce que c'est que le monde du numérique, ses enjeux, ses acteurs, les outils. Là. Et tu m'as parlé des aspects techniques de développement web, mais aussi les Technique, aspects un peu graphique, plus créatifs, graphiques. bien sûr. Donc on voit que c'est assez large quand même, donc c'est En intéressant. gros, un étudiant qui fait un bachelor chez nous, il va savoir faire un site web de A à Z, techniquement. Il va savoir le designer, il va savoir gérer son expérience, il va savoir gérer tous ses leviers d'acquisition. Donc tous les leviers promotionnels qui vont être basés sur le site. Donc toutes les trois parties, les trois parties d'un site, donc le design, le développement et la partie SEO, market et C'est visibilité, ça, quoi. tout, le SIA, SIM, tout. Et ce qui est bien, c'est que le niveau de nos bachelors 3 en général est plus élevé que beaucoup de professionnels sur le marché. Parce que là, on leur a donné de bonnes habitudes, des bons comportements, et 3 ans de formation intensive, ça leur donne quand même des super pouvoirs non négligeables. Ok. Est-ce Et que pour tu la peux filière me... MS, c'est ça? Comment? Tu veux que je te développe la filière MS? Ouais, là, c'est ça, c'est la suite. C'est-à-dire après qu'on ait fait ce bachelor en 3 ans, ou en tout cas qu'on ait peut-être fait un bac+2 et qu'on arrive en troisième année, je ne sais pas, mais en tout cas, après ces 3 ans d'études, qu'est-ce qu'on a en M1, M2? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des Alors, spécialisations? il y a des spécialisations. Ok. Alors, il y a 2 familles. Il y a la famille digitale, donc on a Mhm. 3 spécialisations dans la famille digitale: le MS Web Marketing et Social Media, le MS Communication Digitale et e-influence, et le MS Startup Management et e-commerce. Donc, le MS Web Marketing et Social Media, c'est pour vraiment aller sur du web marketing à 100%. Ça veut Mhm. dire tous les leviers d'acquisition, traffic management, gérer la data, gérer toute la partie performance, on va dire, du site. Donc, la Ouais, ok. performance, elle est très importante. Très market, quoi. Très développement, grosse market. Le marketing, du traffic management à fond. Enfin, c'est vraiment de l'AdWords. Tous les leviers Ok. d'acquisition sont exploités au maximum. Et techniquement, sur les leviers promotionnels, par exemple, le SEO, on va partir encore plus loin sur la partie code source. Enfin, on va être beaucoup plus subtil sur la technique, et on va en faire des professionnels beaucoup plus aguerris. Là, on Ok. va faire un peu des snipers du digital. Donc Ok. ça, c'est vraiment une notion importante à retenir. Après, la filière communication digitale et influence. Donc, sur le web marketing, on était vraiment sur la notion de performance. Sur la Mhm. communication digitale, on va être sur la notoriété. Donc là, on est vraiment sur un axe digital complètement différent. On est vraiment sur de la com pure et dure. Cette filière, c'est vraiment la filière la plus tendance, parce que c'est vrai que dans le milieu de la com, et là, avec votre média, enfin, c'est un peu le sujet, c'est que la com, ben, comme disait Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et la communication, elle vit exactement ça actuellement. C'est-à-dire qu'on voit très bien que aujourd'hui, le digital devient le socle primaire de la com, et que ce soit dans la publicité ou dans n'importe quel domaine, sans notion de digital aujourd'hui, de survivre dans ce monde où effectivement qu'on pense bouffer, c'est très compliqué. Donc nous, on fait en sorte de leur donner toutes ces armes-là. On a rajouté la partie influence parce que bon, la partie influence, c'est tendance. Est-ce qu'on la proposera dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Je ne sais pas. On verra comment le marché évolue, parce que encore une fois, notre offre évolue aussi avec le marché. Mhm. Aujourd'hui, c'est une tendance lourde, donc on le met en place. Et c'est vrai que travailler avec les micro-influenceurs ou les influenceurs, ça fait partie aussi de la com digitale. Ouais, Donc, c'est clair, bien sûr. on apprend tout ce métier de management. Après, il y a la filière MS startup et e-commerce, startup management et e-commerce. Mhm. Cette filière elle est là parce que qu'on a créé Digital College, on s'est dit une chose: on doit laisser le choix étudiant d'avoir une carrière, de créer son entreprise.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école ne forme pas à créer son entreprise et nous, on devait faire en sorte de se dire, on doit avoir une filière qui forme à la création d'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est une filière où on parle de création d'entreprise, on va parler argent aussi. C'est-à-dire que dans les filières, on parle souvent gestion financière, analyse financière, mais là, on va parler argent, c'est-à-dire développement de valeur autour du cash et savoir comment on démarre une activité, comment on le fait prendre de la valeur, comment on gagne de l'argent concrètement. On va leur donner aussi des notions de e-commerce, parce que c'est vrai que vu qu'on est une école du digital, il faut aussi l'entrepreneuriat, ça sera quand même basé sur la start-up, ou des produits numériques ou des e-commerce. Donc, on va leur apprendre ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un peut prendre une filière start-up management et e-commerce, se dire, finalement, j'ai pas envie d'entreprendre, je vais faire une carrière, il faut que la formation lui serve. Donc, ça veut dire qu'il pourra quand même travailler dans l'acquisition, dans le web marketing, dans le e-commerce. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours ces doubles casquettes dans les spécialités avec un socle très fort. Pour pas être étudiant, quel que soit son choix, il ait le choix de le faire. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est ça, dans cette première grande famille que j'appelle la famille digitale sur les MES, c'est très importante. Après, on a le MBA, International Digital Project Manager, qui est une formation 100% en anglais. Ça qui permet aux gens qui veulent se reconvertir. C'est une formation en un an qui reprend un peu les grandes lignes du MS web marketing. C'est une formation continue, ça? C'est une formation en alternance aussi. D'accord, donc c'est pas une formation continue, c'est vraiment… Formation alternance ou formation initiale. Ok, initiale, pour les étudiants quand même, ok, pas pour les professionnels. Okay. Voilà, c'est pour des étudiants en reconversion et certains professionnels. Okay. Ça veut dire que cette filière-là a une tranche d'âge un peu plus âgée, bien sûr. Ok, donc c'est mixte, ok, très bien, je vois. Okay. Par exemple, tu as plusieurs profils, tu as les profils de reconversion, tu as les profils de personnes qui ont fait un master, qui se rendent compte que leur master n'a pas de débouché. Pas assez tech. Pas assez tech, pas assez numérique, qui ont même cette casquette-là, cette signature-là pour trouver un job, pour faire cette filière-là. Et souvent, on va avoir des profils assez pluriels, en tout cas, sur cette version-là. Et après, on a la famille que j'appelle digital informatique, avec vraiment la filière cybersécurité. Cybersécurité, pourquoi on le fait? Parce que c'est partie des 20 métiers, du métier le plus recherché dans les 20 prochaines années. Donc, on se devait, en étant l'école de demain, on devait former à la formation, au métier le plus recherché, où on a les profils les plus rares et les plus compliqués à trouver. Et après, on fait du développement web, développement mobile, donc très, très IT. Ça, c'est vraiment pour les profils beaucoup plus techniques. Profil développeur, profil codeur, profil intégrateur. Donc là, on est sur du digital vraiment informatique. Mais en général, notre signature, ça reste vraiment le web. C'est-à-dire qu'on a les écoles d'ingénieurs qui forment vraiment sur de l'informatique qui est plus hardware. Nous, on forme sur de l'informatique web. Donc, développer un site en code, développer des plateformes, développer des applications mobiles. Donc, cette notion de connexion, cette notion de online, elle est vraiment importante à retenir. Ok, écoute, très clair. Il en reste une? Il reste quelque chose, tu m'as dit? Non, j'ai fait le tour, il me semble. Merci de cette précision. Je trouve que tu as bien résumé et on voit qu'il y a vraiment plusieurs branches. Ce qui est intéressant à noter, c'est la partie vraiment, du coup, entrepreneuriat. Il y a un engouement parce qu'on se rend compte que beaucoup de métiers du web permettent justement la création d'une structure plutôt indépendante et de créer des vrais business en ligne. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et aussi la partie un peu plus singulière, un peu plus nouveau, un peu plus originale, mais par ailleurs très demandée, c'est la partie cybersécurité. Oui. Et, parce que comme tu l'as dit, c'est un vrai sujet. Ça revient beaucoup dans les sphères privées, enfin les sphères publiques, mais aussi dans les sphères privées. Il y a des entreprises qui recrutent ces gens-là. Et je pense que c'est vrai, effectivement, il y a une demande. Il y a effectivement une demande. Il faut des gens qui soient capables d'y répondre. Et pas dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut qu'il y ait des gens tout de suite qui soient capables de se former et d'y répondre. Et je trouve que c'est un positionnement d'école qui est assez intéressant et qui n'est pas forcément uniquement lié à… Parce qu'il y a des écoles type télécom ou mine qui font ça, des choses très techniques, mais ce n'est pas uniquement leur apanage. Et je trouve que c'est bien de le rappeler que Digital College peut faire ça aussi et que ce n'est pas uniquement des écoles qui ont pignon sur rue depuis 60 ans et que ça peut être un vrai sujet pour d'autres types de formations. Donc, merci d'avoir précisé ce point-là, qui est intéressant, je pense. Donc, on peut entrer en post-bac pour 3 années. On peut rentrer après le bac plus 3 sur un M1, M2, donc les MS. En fait, on a séquencé les programmes pour pouvoir entrer à tout niveau. D'accord. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui a fait une première année du digital ailleurs ou de market, qui va intégrer, qui a des bonnes bases, on peut l'intégrer aussi en bac plus 2. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on a fait en sorte de pouvoir intégrer l'expérience Digital College à chaque niveau. Par exemple, si j'ai fait, j'ai une question est-ce que si j'ai fait un DUT MMI, métier d'Internet et du numérique, je peux venir chez vous en bac plus 3, du coup? Après, bien sûr, on en récupère pas mal d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je me suis dit, je pense qu'il y a des profils sensiblement similaires. Est-ce que par ailleurs, si j'ai fait un bac plus 2 plutôt GEA, donc plutôt sciences de l'entreprise et gestion, je peux venir chez vous en 3e année aussi parce que j'ai eu peut-être des petits cours de web marketing où je repars
pour ces profils-là, on a créé une filière Bac+3 unique, c'est-à-dire qui passe pas par le B1 et le B2, qui reprend des éléments essentiels du Bac+1, du Bac+2, plus du Bac+3, donc ça va être plutôt un concentré. Intensif. Intensif, c'est ça. Ok. Et du coup, le bachelor est sur 1 an, donc oui, ils peuvent rentrer sur cette filière-là. Mais Ok. par contre, ils n'auront pas le même niveau à la fin du Bac+3 que les personnes qui ont fait Bac+1, 2 et 3 en digital, ça c'est sûr. Ok. Ils auront Super. un bon socle, mais pas aussi bon Oui, techniquement. ouais. Parce que, Il y voilà, aura eu le temps parce qu'en B1, B2, sur la partie technique, ils approfondissent beaucoup plus, c'est sûr. Ok. Très clair, merci à toi. Est-ce que tu peux me préciser le rythme de l'alternance? Tu m'as parlé d'alternance. Alors, Rapidement, comment ça marche? on a 2 rythmes. On a 2 jours, 3 jours et 4 jours, 1 jour. Donc, ça veut dire 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Ok. Donc, ça, c'est pour les profils souvent bachelor. Et après, à partir du bachelor 3 ou selon le campus, on propose le rythme 4 jours, 1 jour parce que les entreprises préfèrent ce rythme-là. Donc, pour garantir aussi une recherche d'alternance plus efficiente pour nos étudiants, on a préféré mettre un rythme 4 jours, 1 jour, parce que ça permet aux entreprises d'avoir comme un CDI chez eux, d'avoir quelqu'un qui postule des projets. Et nous, on leur donne un jour de cours intensif et des semaines intensives de cours dans l'année. Ok. Une fois tous les 2 mois, ils ont une semaine complète, en plus de leur jour par semaine, qui est de 8h30 le mercredi à 18h30. Donc, Ok, donc des journées quand même plutôt complètes. bien remplies. Ouais, plutôt complètes. Ok, très cool. Merci pour ce point-là. Autre sujet central quand on est en école, c'est l'anglais. Est-ce que chez vous, il y a une formation 100% en anglais? Oui, non? Oui, il y a une formation 100% d'anglais, c'est le MBA. Donc le MBA, le programme est 100% en anglais. Sur les MS, il y a certains cours qui sont en anglais. Mais en tout cas, nous, c'est un anglais très digital, un anglais très business Ouais, ok. qu'on donne. Mais sinon, il y a une formation pour les profils plus internationaux. Parce que vu qu'on a beaucoup d'internationaux qui viennent faire leur formation chez nous, donc du coup, oui, on devait de se proposer cette formation-là. Et vu qu'on travaille aussi beaucoup en anglais dans le digital, c'est sûr que l'anglais chez nous est un élément aussi central. Oui, c'est clair. Bah, le simple fait de bosser sur un site web et quand tu rentres dans du code, c'est en anglais. Donc, c'est sûr. C'est plutôt logique. Mais c'est bien de le préciser. Merci à toi. Est-ce que tu peux maintenant me dire les métiers qui sont préparés chez vous? C'est-à-dire que voilà, si je fais un Master 1, Master 2 ou un Bac+3, chez vous, à quel type de métier je peux accéder? Donc, peut-être me préciser rapidement, de manière non exhaustive, mais en tout cas me dire du côté du dev, qu'est-ce que j'ai, du côté de la com, etc., qu'est-ce que j'ai, du côté du web marketing à 100%, qu'est-ce que j'ai comme métier? Alors, sur la partie bachelor, tu auras des métiers plus primaires dans le digital, c'est beaucoup d'assistanat, beaucoup de chargés d'acquisition, chargés de communication digitale, assistant graphique, assistant chef de projet, Ok. vraiment sur des métiers très transversaux, développeur web, c'est vraiment tous les métiers, on va dire, je dirais pas en bas de l'échelle, mais c'est un peu les métiers d'entrée dans le digital, des métiers qui vont permettre aux gens de pouvoir accéder à un premier poste. Et après, là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on fait la filière MS. C'est-à-dire que là, il y a des métiers comme le traffic management, le responsable d'acquisition. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants, par exemple, dans le digital, en France, vu que ça reste quand même un berceau du digital et on sous-estime la France par rapport à ça, qui se retrouvent responsable acquisition Europe, responsable acquisition monde. Le métier qui est le plus populaire chez nous, c'est le chef de projet. Que le chef de projet, on a beaucoup de chefs de projet qui sortent entre 40 et 45 K. En plus, c'est des plus gros salaires en général. Parce que dans le numérique. Projet digital dans le numérique, on trouve très peu. C'est un métier qui fait peur. Les gens ils disent on va arriver dans une équipe, ça va être du charabia, je dois gérer des développeurs, des mecs qui créent des sites, des communicants, enfin je dois gérer un profil polyvalent, des profils polyvalents. Et c'est vrai que nous, le fait qu'ils aient notre cursus, ils ont appris un peu tous les métiers. Du coup, ça les rend plus à l'aise, on va dire, avec le jargon et avec la transversalité. Donc, du coup, c'est vrai que la chefferie de projet, c'est vraiment une des spécialités à laquelle on forme. Tu as l'UX designer aussi, qui ressort beaucoup chez nous dans les filières communication. Tu as tout ce qui est social media manager, qui remplace de plus en plus le community manager. Ça, il y en a aussi de plus en plus. Ouais. Il y a le responsable affiliation aussi, qui est un métier très tendance en ce moment. Tu as tous les métiers du référencement qui reviennent à la mode. C'est-à-dire que le SEO était un peu en baisse avant, mais là, il est revenu en force depuis 1 an. Après, après, le métier par excellence dans le digital, en tout cas, c'est un peu le métier promotionnel, c'est le responsable acquisition, c'est vraiment ce que les entreprises recherchent le plus. Dès que tu fais de l'acquisition, tu es sûr de ne pas connaître le chômage. Oui, non, c'est clair. Mais c'est très intéressant d'insister là-dessus. Ouais. Tu le vois notamment sur des gens en poste actuellement, ou en tout cas qui sont en free sur des métiers de gros hacking ou de responsable acquisition. Ah ouais, ça, c'est vraiment ils sont harcelés de demandes sur LinkedIn.
Alors ça, c'est la base de base. Et après, sur l'informatique, c'est pareil, chef de projet, il y en a même parfois qui se transforment en chargé d'affaires, qui ont connu la technique, qui partent sur du commercial. Mhm. Vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que les carrières ne veulent plus rien dire par rapport à avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, il y a des stats qui montrent que à l'époque, on changeait une fois de métier ou une fois d'entreprise Mhm. dans sa vie. Là, on change d'entreprise ou de métier une fois tous les 2-3 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un peu ce profil polymorphe et s'adapter un peu à son marché. Oui, c'est ça. Moi, on est assez d'accord là-dessus, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait les School Days, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule formation et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, et que le fait d'être couteau suisse, c'est pas vraiment ça qui est intéressant, c'est plutôt être capable de s'adapter. Et comme tu l'as dit, hein, on change beaucoup de métiers, notamment sur le secteur du numérique. Et Bien du sûr, coup, ça ne veut pas dire savoir tout faire, mais en tout cas, ça veut dire être à l'aise avec d'autres types de personnes, comprendre le langage des développeurs, comprendre ceux de la com, ceux du marketing, bien pour sûr. être le plus, comme tu dis, la forme la plus hybride de professionnels du numérique. Et ça, c'est important de Et le en rappeler. plus, aujourd'hui, ça nous montre bien s'adapter à son consommateur. Parce qu'on se rend compte que là, le consommateur a subi un traumatisme et que une personne qui est bon dans le digital, il va savoir s'adapter à ces comportements-là. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais pour la chargée d'acquisition, pour toutes les personnes qui s'occupent de lui, etc., il y a un Mhm. impact qui est fort et qui est non négligeable à prendre en compte. Et nous, en tout cas, on a déjà vu avec nos formateurs pour l'année prochaine, et même dès cette année, dans leur cours, ils ont adapté justement leur enseignement pour dire, voilà, comment on gère une transition en temps de crise Ouais, par rapport au forcé. consommateur pour répondre à ses questions, pour le rassurer. Enfin, il y a toute cette communication un peu sécuritaire qui devient importante. Et toute cette, Mais entre parenthèses, cette communication responsable. c'est bien que tu abordes ce sujet-là de communication pendant la crise, quel rôle elle a eu, parce que ma prochaine question, elle est sur le secteur de la com en lui-même. Donc, on passe à la prochaine partie qui est la partie via l'école. Donc, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du campus. Bien sûr. Du coup, la question que je te pose, hein, elle est directement liée à ce que tu me racontes, c'est est-ce que la com, c'est pas bouché? Ça revient beaucoup, les parents, les potes d'élèves, etc. Cette fameuse Alors, phrase, cet adage qui revient, c'est est-ce que c'est bouché? cet adage, il revient depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans l'éducation, ça fait 10 ans que j'entends la com, c'est bouché. Par contre, ça fait aussi 10 ans que je vois des gens trouver des métiers dans la com et que je vois des gens s'épanouir et faire carrière dans la com. Donc, je dirais pas je dirais pas que c'est bouché, c'est juste que parfois il y a des métiers qui sont plus attrayants que d'autres. Et c'est un peu l'offre et la demande. Quand tu as des métiers qui sont plus attrayants que d'autres, ça attire aussi parfois plus de monde. Mhm. Et il peut y avoir l'accueil, il peut y avoir beaucoup de choses, mais la crise nous montre une chose, c'est qu'aujourd'hui, le besoin en communication est élevé. Absolument. C'est-à-dire qu'entre la communication, on va dire, un peu sécuritaire, la communication sanitaire, la communication que doivent faire les entreprises en interne et en externe, surtout l'interne qui a dû exploser pour assurer les collaborateurs en interne, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un secteur bouché. C'est un secteur qui est en constant changement, ça c'est une vérité par contre. C'est-à-dire que chaque année, on va avoir des demandes différentes. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de cerner un peu ce qu'on va avoir besoin, Mhm. enfin, le marché, le bon professionnel de demain dans ces métiers-là. En tout cas, que ce soit la base du métier, ce qu'on dit chez nous, le content, donc le contenu, il y aura toujours besoin du contenu. Donc, il y aura toujours besoin de communicants. Et pour nous, en tout cas, les indicateurs qu'on a, le métier de la com, il y a un besoin. Après, ce qui est vrai, et ça, c'est une vraie stat qu'on a, par exemple, quelqu'un qui va faire une filière com par rapport à une filière web marketing ou startup, etc., la Mhm. filière com, en termes de rémunération, est toujours un peu plus basse que les autres filières. Ça, c'est vrai. On est un peu en dessous en termes de rémunération, parce qu'il y a plus de monde aussi qui va faire ces métiers-là. Avec un taux, par ailleurs, avec un taux d'évolution qui est plutôt bon. C'est ça Alors, qui est par contre, intéressant aussi. ce qui est bien avec la com, voilà, c'est qu'une fois que tu as fait tes armes et que tu as Mm, fait 2, 3, 4 ans, 5 ans, bah là, tu peux commencer à avoir une très belle carrière. mm, mm. Et ça monte très vite. Mais c'est vrai que vu que la com, ça fait partie un peu des disciplines qui sont très subtiles, voilà, qui prennent du temps, parfois ça peut être un peu intellectuel, Ah non, c'est clair, bien sûr. des choses qu'il faut vivre pour les comprendre. Bah, du coup, une fois que tu as compris ces choses-là, bah, après, tu fais un gap, c'est sûr, c'est normal. Ouais, très, très, très bon point. C'est vrai que c'est un vrai sujet, notamment cette capacité à prendre du recul et qui est peut-être un peu moins chiffrable, mais en tout cas qui se mesure avec d'autres éléments, peut-être des points de mémorisation c'est pas directement des ventes comme du market où on peut mesurer très facilement. Là, c'est plutôt autre La chose. notoriété, beaucoup, hein, de toute façon, c'est du contenu, enfin, nous, des Mais étudiants, on travaille beaucoup sur ça, hein. Mais voilà, du coup, ce contenu-là, tu fais bien d'en parler, hein. Ça a été la vraie question du Covid, hein. Aujourd'hui, les marques, et les médias aussi ont été obligés de créer des choses, donc penser des contenus, les créer, les diffuser. Tout Ah, ça, ils ont c'est des métiers, en fait. Et en plus, ça montre bien que la première activité qui compte en gestion de crise, c'est la communication, hein.
tu as toujours tout de suite besoin de communiquer. C'est le premier réflexe que tu as. Bon, on communique quoi, on va dire quoi. Voilà, prise de parole. Et on voit que c'est à tous les niveaux et à tout niveau de pouvoir, soit le gouvernement ou les plus petites structures. C'est assez paradoxal au final de dire ça, qu'au final, on se dit, ouais, la com, c'est bouché, c'est pas utile, c'est le premier budget qui saute, alors qu'au final, on se rend compte qu'en temps de crise, c'est les premiers à être mobilisés pour faire vivre la boîte. Les médias, c'est ceux qui ont gagné le plus d'argent pendant le Covid. Les consommations de contenu a beaucoup augmenté. Sur Internet, c'est assez facile à voir. Donc, ça montre que ça reste quand même un secteur qui est très, qui a encore un bel avenir, ça c'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas d'école de com. Non, c'est clair. Et du coup, sinon, mais c'est. La nature fait bien les choses en général. C'est bien de rassurer les gens qui nous suivent aussi sur cette question-là, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ces éléments quand on est bachelier ou jeune bachelier. Mais merci pour cette précision. Question sur le type de projet auquel vous confrontez les étudiants. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Est-ce que c'est on y a déjà un petit peu répondu, mais tu peux me préciser peut-être, est-ce que c'est des compètes? Est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il y a des hackathons? Comment ça marche? Alors, il y a vraiment de tout, encore une fois. Donc là, je vais essayer d'approfondir ce que j'ai dit tout à l'heure. On va beaucoup passer sur des projets réels. Quand je dis projet réel, ça veut dire qu'en général, leurs profs apportent des projets qu'ils gèrent dans leur entreprise. Par exemple, un truc tout bête, pour donner un exemple, le groupe Accor, quand ils avaient lancé leur application Joe Joe, nos étudiants les ont aidés à les dessiner. Ouais, la jaune et gris, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et les étudiants ont participé à la conception du design de l'application. Ok, cool. C'est vrai qu'à chaque fois, ça va être des projets qui sont réels. Donc, quand je dis projet réel, ça ne veut pas dire ce que détestent les étudiants. Bon, on arrive en cours, voilà, on va faire un projet, vous faites une entreprise, vous faites une stratégie digitale. Non, c'est pas ça qu'on fait. C'est un projet avec une problématique concrète qui va permettre d'avoir une gymnastique intellectuelle et de voir plusieurs problématiques différentes et de se dire, j'ai gagné de l'expérience en étant en cours parce que j'ai travaillé sur un projet réel, j'ai suivi des problématiques en live. J'ai suivi aussi si ce projet a eu suite, le succès du projet, etc., etc. Et cette partie un peu professionnelle, un peu réaliste, moi j'appelle ça la réalité professionnelle, en référence à la réalité virtuelle, c'est de se dire, on leur ramène à l'école ce qui se passe en entreprise. Ça, c'est vraiment, on va dire, le meilleur schéma pédagogique qu'on a pu mettre en place. Après, il y a les concours, donc là, c'est plus du gaming, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Donc, ils vont participer à des concours faits par des annonceurs, faits par des entreprises. Donc, par exemple, le Bouygues, un grand groupe va lancer une problématique. Et après, là, on va s'affronter inter-école, donc on n'est pas la seule école à le faire. Okay. Donc, c'est vrai que, par exemple, le premier concours qu'on avait participé, c'était il y a 4 ans. On avait participé au concours Appen, quand on venait de sortir l'application et qui a été vraiment valorisée comme une licorne. Ouais. Et faire de l'acquisition. Et je me rappelle qu'il y avait à peu près plus de 300 écoles réparties sur 500 groupes. C'était un gros projet. On avait gagné le concours sur Digital College avec une promotion. Et je me rappelle parce qu'en final, il y avait HEC, il y avait PSB, il y avait des écoles. Ouais, des petites écoles, quoi. Voilà. Ouais. On était très contents parce que les gens avaient gagné le concours. Et ça montrait que faire une école spécialisée en digital, ça vous donne une vraie valeur ajoutée. Ouais. La vision que ça va vous donner par rapport à une école classique qui fait du digital, le digital, la première pierre, c'est la culture. Et si vous n'avez pas la culture, ça vous donne un désavantage assez flagrant, assez concret. Et il faut faire attention parce que si votre vocation, si on veut faire carrière dans le digital, il faut travailler dans une école qui travaille tous les jours dans le digital. C'est important. Donc, c'est vrai que nous, on leur fait aussi, on leur fait parfois des workshops en entreprise. Donc, on les amène dans une startup. Ils vont faire, encore une fois, participer à des projets de déploiement, des projets internationaux. Voilà, ils vont lancer une boîte qui va, là, on a travaillé avec une marque qui lance une gamme de vêtements. Ils voulaient voir le déploiement digital qu'il fallait faire derrière. Comment on actionne certains leviers. Ouais, donc très concret, très ancré dans le réel. Très concret, et ils remarquent à chaque fois que c'est des stratégies différentes, que la taille d'entreprise avait une stratégie différente. Parce que c'est vrai que là, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on standardise une stratégie. De dire, voilà, tu as une stratégie, tu as une entreprise, tu as un budget, tu as des facteurs de contingence qui sont tellement élevés, qui sont tellement polyvalents qu'on doit les aider, les accompagner à faire en sorte qu'il y ait plusieurs réflexions à avoir. Et plus ils vont avoir des réflexions, plus ils vont réfléchir en association, plus ils vont mémoriser justement des schémas et plus ils vont être performants, eux, quand ils vont les appliquer aussi en entreprise. Ça, c'est clair et net. C'est de la pédagogie pure et dure. Oui, bien sûr. Ouais, cette partie open innovation, cette partie aussi des hackathons, on en fait. Vraiment, nous, on est friands d'innovation, donc dès qu'il y a des nouveaux formats, on les fait tout de suite. Là, pendant le Covid, on a organisé aussi, après sur Zoom, on a pu continuer les workshops et on a pu faire plus de masterclass expéditions. Donc, on a pu avoir des acteurs un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'indirectement, ils ont enrichi leur culture digitale internationale. Parce que là, on avait eu Riot Games, tu dois connaître ceux qui, les éditeurs de League of Legends. Ouais. Un de leurs boss, c'était à New York. C'était à New York. Il avait fait une conférence en direct de New York. Il leur a donné
tous ceux qui étaient passionnés de jeux vidéo et qui voulaient travailler dedans dans le digital, ils étaient super contents parce qu'ils se sont rendus compte que juste d'échanger avec cette personne, ils ont eu un gap culturel, ils ont gagné quelque chose que les autres n'ont pas gagné, ce qu'ils n'ont pas eu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait en sorte vraiment, on fait toujours en sorte de leur apporter une expérience vraiment différente. Et c'est vrai que si on regarde nos réseaux sociaux, qu'on regarde Internet, c'est vrai qu'on voit toutes les masterclass qu'on a fait cette année, et on a fait plus d'une trentaine de masterclass. Donc, on peut les revoir, elles sont il y a certains replays sur le campus numérique pour ceux qui font l'école en ligne. Ouais. Mais pour l'instant, on est en train de travailler sur comment on va les mettre en replay plus tard pour les étudiants. Parce que c'est quand même plutôt sympa d'avoir ce genre de personnes. On a eu le fondateur de FID aussi, qui a quand même une startup qui marche bien. Qui a fait une grosse masterclass avec nos étudiants et qui ont adoré. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu leur ramènes des personnes qui ont ce calibre-là dans leur domaine, tout de suite, ça t'apporte quelque chose. Non, c'est clair. Merci pour ces précisions. Est-ce que maintenant, tu peux me parler de l'alternance? C'est-à-dire que je reviens là-dessus, mais j'ai une question très concrète. C'est est-ce que vous aidez les étudiants à trouver une alternance? Si oui, comment? Rapidement, est-ce qu'il y a un bureau d'anciens ou quelque chose? L'alternance, c'est un peu notre spécialité. C'est-à-dire qu'on fait des workshops en interne. C'est-à-dire chaque étudiant qui rentre chez nous participe déjà au workshop de recherche d'entreprise. Donc, ça passe par ce qu'on appelle déjà la refonte du CV. On appelle ça le CV magique. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube où on voit un peu cette vidéo pour dire on donne des tips à tout le monde. Et là, c'est bien sûr plus concret parce qu'on raisonne avec tout leur CV, on le rend plus performant pour décrocher plus d'entretiens. Une fois que ce CV est fait, on leur apprend à avoir des techniques de recherche d'entreprise, c'est-à-dire comment décrocher des entretiens, comment atteindre les recruteurs. Et une fois qu'ils ont un entretien, on les forme à l'entretien, on leur fait des entretiens de simulation pour leur permettre de convertir plus facilement. C'est-à-dire à chaque étape de la recherche d'alternance, on les accompagne de A à Z. Donc, et ça de façon tout à fait gracieuse, c'est tout à fait gratuit. C'est ouvert à tous les étudiants, c'est un service donné par l'école. Ok, vraiment la volonté d'accompagner, pas uniquement de dire voilà, il y a ça. Ok, ça c'est important. C'est pour ça que je pose la question. C'est important pour ceux qui nous suivent parce que c'est aussi une question de réseau. Et on l'a pas forcément quand on arrive. Le réseau, c'est une question de niveau aussi parce que par exemple un bac plus 1, bien sûr, un bac plus 1, honnêtement aujourd'hui ça relève de l'utopie. Donc c'est vrai que par exemple sur notre bac plus 1 et notre bac plus 2, il y a une formation initiale qui est beaucoup plus grande parce que quand vous sortez du bac, vous n'avez pas d'expérience professionnelle et pas d'expérience digitale. Honnêtement, vous dire on va te trouver un poste en alternance, chargé d'acquisition, c'est impossible. C'est bien de le dire, c'est bien de ne pas vendre du rêve et de dire non, tu n'es pas encore assez compétent pour être en entreprise en bac plus 1. On ne peut pas vendre du rêve parce que vendre du rêve, c'est aussi vendre de la déception. Et sur des profils bachelor, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on leur donne des outils techniques dès le début pour qu'après, au bac plus 3, ils aient plus d'armes pour trouver dans leur domaine. Après, là où c'est plus simple vraiment à accompagner, c'est en général les MS, parce que les MS, ils ont déjà une expérience. Donc, c'est un autre schéma encore. C'est vraiment le bachelor et le MS sont vraiment séparés parce qu'en alternance, c'est vraiment deux cultures différentes. Ok, très clair. Merci à toi pour ces points-là. Pour cette partie vie à l'école, est-ce que tu peux me parler, tu en as déjà parlé un petit peu, mais me dire peut-être le nombre d'universités partenaires que vous avez à l'étranger ou comment ça marche? Si vous avez des choses, tu en as déjà parlé un petit peu, tu peux préciser? Alors, ça, nous, on fait partie du groupe Collège de Paris. Et c'est vrai que le groupe Collège de Paris, on est école membre. Et du coup, ils ont accès à un service international assez conséquent parce qu'il y a des partenariats universitaires, Erasmus un peu partout, que ce soit en Thaïlande, à Singapour, aux États-Unis, en Europe, en Irlande. Honnêtement, un étudiant qui veut faire un parcours international, chez nous, il pourra facilement le faire parce que vraiment, on a un peu des pieds à terre un peu partout dans le monde. Donc, qu'il y ait une expérience africaine, asiatique, américaine, il y aura toujours de quoi lui donner. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est souvent incompatible avec l'alternance parce que les étudiants qui nous écoutent, je veux bien passer ce message. L'école à l'étranger n'est pas gratuite comme l'alternance en France. Ça, c'est vraiment un schéma parce que souvent les étudiants pensent qu'ils peuvent aller faire 1 an à l'étranger gratuitement. Ça n'existe pas, tout simplement. Donc, si vous voulez faire une expérience à l'étranger, ça veut dire qu'il faut déjà économiser. Dès maintenant, faites des jobs étudiants et travaillez un peu au McDo, faites une alternance, peut-être agent de côté, et après, vous pouvez parler d'aller faire une expérience à l'étranger. Mais pensez qu'à l'étranger, qu'on va avoir une école gratuite, ça n'existe pas, c'est un système qui est très français, et sur ça, la France est très bonne dans l'éducation. Donc, c'est pour ça que les Français, parfois, sont mauvais français, on critique beaucoup la France, mais c'est un très beau pays pour ça. Absolument. Parce qu'il faut absolument le valoriser. Aujourd'hui, faire des études en France, c'est un privilège, et c'est une grande force. Donc, à partir du moment où il y a une expérience à l'étranger, il faut se dire, à partir de quel cursus j'y vais, et déjà finir ce qu'on a à faire en France. Parce que faire une cursus à l'étranger, c'est se payer un loyer, c'est se nourrir, se loger, se blanchir, et surtout aussi payer une école. Ah non, c'est vrai, et je trouve ça intéressant le point que tu fais là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Je veux vraiment insister dessus parce que les étudiants, vraiment, parfois, ils sont dans une utopie par rapport à ça. Et il faut vraiment, il y a vraiment un gros travail à faire pour ça parce que
on est souvent dans le rêve, souvent dans oui, je veux travailler à l'étranger, oui, je veux faire ci, oui, je veux faire ça. Tout, on peut le faire. En France, on a la force de le faire. C'est l'avantage qu'on a. Mais parfois, moi, ce que j'ai mes étudiants, c'est plus se recommander de finir vos études en France et après d'aller faire une expérience à l'étranger. Faire ça avant, parfois, on a déjà vu des étudiants qui arrêtent leurs études ou qui changent de cap. Donc c'est pour ça il faut savoir gérer sa carrière aussi pas à pas et savoir la gérer raisonnablement. Absolument, et c'est un point sur lequel on te rejoint assez facilement, hein, c'est vrai. Est-ce que tu peux peut-être me parler, pour terminer cette partie via l'école, Oui. peut-être qu'on aura d'autres questions à la fin, mais sur la partie des alumni, comment vous gérez la relation avec les anciens? Est-ce qu'ils reviennent donner des cours? Est-ce qu'ils offrent des jobs, des stages? Alors, C'est quoi le lien que vous avez avec eux? pour les alumni, c'est ce que je disais un peu dans nos valeurs, c'est la bienveillance. Donc, étant bienveilleux avec eux, ils sont bienveilleux avec nous. On a un rapport de proximité qui est assez fort avec nos alumni. Donc, on a plusieurs rapports avec eux. Bon, effectivement, ils nous contactent souvent lorsqu'il y a des jobs en CDI, en stage, en apprentissage, en alternance. Donc, ils pensent juste à nous pour qu'on leur envoie des profils. Donc, sur ça nous permet de maintenir un peu une relation avec eux. Ensuite, nous, on les invite à tous les événements. Donc, dès qu'il y a un kick-off, un gala, une mi-temps, enfin, ils sont invités à tous les événements qui puissent venir. On a créé pour eux une learning expédition. Donc chaque année, on organise un voyage pour les alumni qui souhaitent se réunir avec nous pour faire un voyage ensemble pendant une semaine. Donc ça leur rappelle un peu l'école pour leur dire l'expérience Digital College continue après le diplôme. C'est pas simplement une expérience qui s'arrête dès que vous avez votre diplôme. Donc ça veut dire que 5 ans, 10 ans après, si vous voulez retourner à l'école, faire un petit voyage entre alumni pour aller faire un petit update de vos connaissances digitales à San Francisco ou à Tokyo ou à Séoul, on peut le faire. Et ça, les alumni, ils vont être là pour nous donner la force et pour que nous, on leur rende aussi d'une certaine façon. Ok, super. Ouais, très, très, très cool. Cette partie réseau qu'on entretient. En tout cas, les alumni ne sont pas éloignés, ils sont toujours membres et ils font toujours vivre ça. C'est important. C'est bien de le rappeler. Du coup, on va passer, ça me permet d'enchaîner sur la dernière partie, enfin l'avant-dernière, pardon, la partie admission, où je vais te poser des questions vraiment sur les épreuves, les concours, comment ça marche, les tarifs, etc. Donc, partie admission. Première question, très simple. Est-ce que tu peux me dire les tarifs de vos formations? Alors, il y a les tarifs en alternance et en formation initiale. En alternance, la formation est gratuite, parce qu'elle est financée par l'entreprise. Donc, l'étudiant n'a rien à payer. Donc là, c'est vraiment l'avantage et le gros point fort d'alternance. Après, en formation initiale, ce sont les formations d'entre 6 000 et 8 000 euros en général. Tout dépend de la formation choisie. Après, on est une école, quand même, on est à 70% de formation en alternance. Ok. Donc comme tu le dis, alternance, c'est-à-dire que ton école est payée par l'entreprise et en plus, tu as un salaire. Donc ça, c'est vraiment la grande force. Ça, c'est vraiment le modèle français qui est très fort. Absolument, ouais, c'est clair. Et là-dessus, on se rejoint assez facilement. Tu peux me dire comment marche le concours pour entrer chez vous? Est-ce que, en tout cas aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui avec le Covid et peut-être l'année prochaine, en tout cas, comment ça marche aujourd'hui? Alors, c'est pas vraiment un concours. C'est-à-dire que nous, notre école est construite sur une phrase, j'appelle ça notre mantra un peu qui nous réveille tous les jours et qui nous fait avancer, c'est on ne recrute pas l'élite, on la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on veut former l'élite, on doit accepter des personnes qui ne sont pas issues de l'élite. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas avoir un système discriminant et avoir un système qui met tout le monde un peu d'accord. Et de dire que l'important d'une personne qui rentre dans notre école, il ne faut pas qu'elle soit au top niveau, mais qu'elle ressorte au top niveau. Ça, c'est une notion fondamentale et une notion importante. Donc c'est vrai que ce qu'on va faire pour mettre ça en place, on va faire effectivement un test de niveau. Pour ça, par exemple, on va classifier des classes en général par leur niveau qui est présent. Le premier critère pour venir chez nous, c'est vouloir faire du digital. Nous, on va beaucoup le mesurer sur leur comportement lorsqu'ils vont venir en session d'admission. On va le mesurer durant l'entretien de motivation qui est vraiment le plus important. On va identifier le projet professionnel, on va identifier l'ambition professionnelle. Et par rapport à tout ça, on va voir si on peut répondre à l'attente de l'étudiant aussi. Parce qu'en fait, on va pas dire, on n'a pas une pensée, on va dire, réductrice en disant il est nul, on le prend pas, il est bon, on le prend. C'est pas comme ça qu'on pense. Et je pense que lorsqu'on fait ce métier, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et il faut se dire une chose très importante, c'est cette personne-là, elle veut cette carrière-là, est-ce qu'on va pouvoir l'emmener? Si on dit oui, on va pouvoir l'emmener, l'accompagner de A à Z, on va l'accepter. Si on voit qu'on n'est pas une école, faite pour lui, qu'on va pas pouvoir l'accompagner parce que son projet, les formations ne vont pas l'accompagner sur ce projet-là, on va lui recommander notre école. Ou notre école du groupe, parce qu'on fait partie d'un groupe. Donc il y a des écoles qui forment vraiment à plusieurs choses. Ou sinon, on va le diriger on va lui donner un conseil pour se diriger un peu autre part. Mais c'est vrai que notre test d'admission n'est pas vraiment un concours, c'est plus un test de niveau qui nous permet d'avoir un critère de choix sur l'entretien de motivation, à savoir si on le prend ou si on ne le prend pas. Donc c'est vraiment un processus un peu différent des écoles traditionnelles. Ok. Donc on ne forme pas, on ne recrute pas l'élite, on la forme. C'est ça l'idée principale de l'école. Tout à fait. Ok, je trouve ça intéressant, je trouve ça un peu différent, singulier. Et sur les métiers du digital, c'est un peu ce qui se passe, parce qu'on voit beaucoup d'autodidactes ou d'entrepreneurs qui
qui sont pas partis forcément d'une grande école, mais qui sont maintenant à la tête de belles boîtes Bien via sûr. le levier du numérique. Donc, cette prise de position-là de on recrute pas l'élite, on la forme, c'est assez éloquent, c'est assez couillu, mais en même temps, c'est très inspirant. Je trouve que ça peut donner la chance à tout le monde au final. Et même pour nous, en interne, c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que nous, on travaille avec cette philosophie en disant, bah, c'est notre mission, c'est notre engagement, et c'est un peu notre quotidien de faire ça. Donc, Ok, super. on veut pas être le responsable. Chaque étudiant compte. C'est-à-dire, on veut pas mettre un numéro sur un étudiant et on veut se dire que à partir du moment où un étudiant il postule chez nous, on a la responsabilité de le guider quoi qu'il arrive. Ok, bah, merci pour cette précision qui, je pense, fait écho dans les têtes des étudiants, en tout cas des jeunes qui nous suivent. Ma question suivante, elle est sur l'aspect vraiment conseil avec un étudiant, c'est-à-dire est-ce que tu as un conseil pour un étudiant qui voudrait postuler chez toi par rapport à ce que tu viens de dire justement? Est-ce qu'il faut qu'il remplisse son dossier avec peut-être, s'il fait de la photo, c'est intéressant de mettre dans son dossier ou pas, autre que les notes? Quel conseil tu peux donner à un étudiant qui veut venir chez vous, autre qu'un dossier qu'à 16 sur 20? Le premier conseil, le plus important, il faut venir en étant soi-même. Ça, c'est vraiment important. En étant quoi? J'ai pas En entendu. étant soi-même. Ça veut dire que quand il vient dans une école, c'est pas un entretien d'embauche. C'est vraiment un entretien de carrière. C'est-à-dire, on va être là pour lui donner des connaissances, pour lui donner des compétences, pour l'accompagner à l'acquisition d'un diplôme, pour le conseiller sur sa carrière. Donc, s'il vient pas lui-même, il va déjà fausser les dés et on va mal l'accompagner. Donc, ça va pas être une bonne dynamique qui va s'installer entre l'école et l'étudiant. Donc, déjà, venir en étant soi-même, c'est le plus important parce que quand on vient et qu'on est vrai, on échange de façon plus facile et honnêtement, ça facilite le travail pour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que soyez curieux. Ça veut dire il faut pas être fermé à ses idées, il faut pas être fermé à ses croyances. Il faut se dire que le monde est grand, que le monde est riche, que le monde est vaste, et qu'il faut faire en sorte que lorsqu'on intègre une école, une entreprise, il faut savoir ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, en se disant en ouvrant mes yeux, en ouvrant mes oreilles, je vais apprendre. Et à partir du moment où on cherche une école, ça veut dire qu'on cherche à apprendre. Le profil d'étudiant qui est pas curieux ou qui pense tout savoir, c'est vrai que c'est toujours un peu chiant. Ouais. Parce que c'est l'étudiant qui va le moins évoluer. Et troisième conseil, ce que je pourrais leur dire, c'est savoir aussi ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est vrai que parfois, les étudiants, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais pour ça, il faut expérimenter, il faut se renseigner, il faut se documenter. Et ça, il faut avoir un peu de culture. Et la culture aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture, elle est gratuite. C'est-à-dire que tout le monde a Internet, où Internet est accessible de partout. Et quelqu'un qui veut se connecter à Google, il va le trouver. En 2020, c'est possible. Et se renseigner un minimum sur, avoir des informations, parce que c'est vrai, une personne qui arrive, on a rarement le cas. Moi personnellement, j'ai pas eu ce cas en connaissance. C'est une personne qui vient à l'école et qui, tu veux faire quoi? Je sais pas. À vous de me dire. Ah bah non. Ça c'est pas possible. Ouais. Il faut un minimum qu'il ait cette démarche de recherche. Pas forcément d'être très clair, mais peut-être, comme tu dis, de fouiner, chercher, regarder ce qui l'intéresse. Et justement, ou pas, ce qui l'intéresse pas, justement. Bien sûr. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de l'école, parce que le mot éducation, il est porteur de sens. C'est vrai qu'on prend le relais parfois un peu avec la famille, parce que c'est d'abord les parents qui éduquent les enfants, et nous, on est là pour avoir un petit relais qu'on aura après, donc on va les éduquer pendant 1 ou 2 ans professionnellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on est là pour les éduquer sur un socle, on n'est pas là pour non plus leur apprendre les fondamentaux de la vie. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire de eux-mêmes en amont et en aval. Donc ça, des étudiants qui sont pas dans la curiosité ou qui sont pas dans l'ouverture ou qui sont pas dans la culture de la chose, c'est vraiment très compliqué. Ok, je pense que c'est assez clair et c'est des conseils qui sont complets, qui sont a priori très sincères. Je le vois, c'est intéressant. On est très sincère, on est très vrai à Digital College. C'est un peu aussi les fondations. C'est une des bases de l'école. On dit les choses vraies pour rendre service à l'étudiant surtout. Bah écoute, merci pour ces points. On passe à la dernière partie en quelques minutes sur la partie questions-réponses. L'objectif, il est de prendre un peu des questions par-ci par-là, de celles qu'on nous aurait envoyées ou qu'on aurait eu en DM un petit peu avant. Partie questions-réponses. Moi, rapidement, ma question, elle va être sur le B2. Est-ce que tu peux me parler un petit peu rapidement de ceux qui n'ont peut-être pas suivi le live depuis le début et qui nous rejoignent qu'à la fin? Sur le B2, qu'est-ce que vous faites? Comment? Est-ce qu'il y a des assos? Si oui, comment? Alors, c'est une asso qui est gérée par les étudiants. Son président est Pierre Chadouk. Donc, ils font beaucoup d'événements. Ils font des événements pour chaque point critique de l'année. Donc, ils s'adossent à nos événements à nous pour avoir de la visibilité. Nous, on leur donne toujours un espace pour pouvoir faire un peu des choses. Dès qu'il y a des événements comme la Saint-Valentin, mentionné pour la Saint-Valentin, ils permettent à chaque étudiant d'offrir une rose à leur prétendant ou prétendante.
en échange d'1 €. Donc voilà, donc ils allaient dans leur salle de cours avec de la musique, un verre de champagne, un verre de champomy, pardon, et, et, et une rose. Donc ça, c'était assez sympa. C'est un événement qui a beaucoup d'étudiants. Et chaque année, on va dire que nous, on travaille aussi avec le BDE parce que les événements comme la Saint-Valentin, la Nouvelle Année, Noël, c'est des événements qui sont importants et qu'il faut marquer le coup avec un micro-événement. Il ne faut pas que chaque année soit le même micro-événement. Bien sûr. Donc voilà, à Noël, il y a toujours un étudiant du BDE qui se déguise en Père Noël qui font des cadeaux aux étudiants. Enfin, il y a toujours un peu des surprises comme ça, des événements after-work improvisés, parfois sur le voyage d'études, ils nous accompagnent aussi. On fait une capitale européenne par an en début d'année. Donc il y a eu Amsterdam, il y a eu Prague. Là, je peux pas dire lui de cette année parce qu'il faut que ce soit annoncé pour sinon Morgane, la Revsopcom, elle va m'engueuler qui est juste à côté de moi. Donc je fais attention. Mais sinon, non. Mais l'école vit au-delà des cours, c'est ça qui est intéressant. La vie vit au-delà des cours, oui. Voilà. Ok, super, très clair. Il y a plusieurs tissus sociaux. Voilà, il y a le tissu Digital College, il y a le tissu BDE, il y a le tissu Learning Expedition. Enfin, on fait en sorte que ça vive pas uniquement à travers les salles de classe. L'étudiant trouve une expérience qui lui plaise. Ok. Parce qu'on sait qu'une expérience ne peut pas plaire à tout le monde, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Donc on va faire en sorte de multiplier ces expériences pour que ça aille au maximum de personnes possible. Ok. Autre question rapidement, si tu peux me répondre là-dessus. Est-ce que, voilà, c'est une question qui arrive, j'ai un bac scientifique, j'ai pris une option physique-chimie, j'ai pris une option maths-spé, j'ai pas pris d'option digitale, j'ai pas pris d'option forcément d'éco. Est-ce qu'en Bachelor 1, je peux rentrer chez vous? J'ai une chance? Concrètement, en Bachelor 1, tous les bacs peuvent rentrer chez nous. Concrètement, scientifique, pas scientifique, STG, enfin, n'importe quel bac peut rentrer chez nous. Ok. Le B1 est fait pour découvrir le digital. Donc ça veut dire que c'est comme un nouveau-né, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment ouvert à tous. Ok, donc, très clair. C'est oui. Tu as répondu un petit peu la dernière fois sur les salaires, mais est-ce que tu peux me dire, par exemple, un taux de réussite de vos étudiants, tu sais peut-être à combien ils s'élèvent, ou me rappeler le salaire des étudiants qui sortent de chez vous? Alors, selon les filières, ça peut aller entre 35K et 45K. Ok. 40-45K, c'est quand même les postes de chef de projet. Chef de projet digital, c'est très bien payé. Après, sinon, en général, sur les salaires, on est sur 30 à 35K sur les filières de communication. 35K, 40K sur les filières web marketing. Et après, tout ce qui est e-commerce, on est autour de 40K quand même. Et après, l'informatique, c'est vraiment... Il n'y a pas d'indicateur parce que, par exemple, la cybersécurité, tu peux te retrouver à 100K rapidement. Ouais, ok. Il suffit qu'il y ait une offre d'emploi au Qatar qui cherche un type d'être bon aussi, peut-être. Ou très bon, ou très bon dans le etc. Parce qu'il y a l'ethical hacking qui serait recherché aussi parfois. Il y a des pays, surtout les pays du Moyen-Orient, ils recherchent beaucoup dans ces métiers-là. Et eux, ils offrent des salaires en or. Et les jeunes diplômés, ils t'offrent à partir de 100K. Moi, j'ai déjà vu des étudiants, alors là, on n'a pas encore eu ce cas chez nous. On a déjà eu des jeunes diplômés qui gagnaient 200K, t'imagines? Pour un jeune diplômé, c'est intéressant. Ouais, c'est clair. C'est une belle opportunité. Dernière question rapidement qui vient d'arriver, là, juste dans le commentaire, dans le chat. Mélanie qui nous demande, j'aimerais savoir si toutes les formations sont possibles en alternance et en initiale, ou l'alternance, c'est seulement pour certains bachelor master. Est-ce que tu peux nous préciser ça? En initiale et en alternance. Tous les parcours? Tous les parcours, toutes les formations. Ok. Bah écoute, ça a le mérite d'être très clair. Je pense que c'est plutôt complet. Ridwan, merci à toi d'avoir répondu présent pour notre invitation School Days. J'espère que tu as pris plaisir autant que nous à partager ce live d'1 heure. Et si j'ai pu répondre aux questions des étudiants et les éclairer sur leur parcours académique, j'en suis ravi. Aujourd'hui, on était sur un focus sur le Digital College, une école spécialisée dans le numérique et dans les métiers du digital. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les contacter en privé sur leur page Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou au numéro qu'on affiche à l'écran ou sur leur site internet. Il y a toutes les infos sur le site, les cursus, les plaquettes, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec la team pédagogique. De ce qu'on sait, il y a les recrutements qui sont actifs jusqu'à octobre, c'est ça? Alors, jusqu'à la rentrée, oui, c'est actif parce qu'on ouvre beaucoup de classes, on a une forte croissance. Et avec le Covid, on a décidé de rallonger la période d'inscription parce qu'on s'est dit qu'il y a des étudiants qui étaient un peu dans le doute et qui avaient peur, et qui ne savaient pas comment faire, comment réfléchir. Donc, on s'est dit, on va les rassurer, on va un peu prolonger la période d'admission. Ok, très clair. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, l'épisode School Days spécifique Digital College touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce live et on se retrouve très vite. Bonne soirée. Merci Valentin. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.